Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler de la Marine nationale, une actrice de formation, de l'emploi, des jeunes, on en parlera. Elle recrute chaque année 4000 soldats marins. On va en parler évidemment avec le capitaine de vaisseau David Sanson, chef du recrutement de la Marine nationale. Alors, vous êtes commandant, alors pour ceux qui s'intéressent un peu, vous êtes commandant, on ne dit pas mon commandant, mais commandant, et c'est votre grade au sein de la Marine. D'abord, un petit mot sur vous, c'est la tradition dans l'émission, quand on reçoit des RH de grands groupes, des recruteurs. Comment on arrive à être recruteur, c'est-à-dire un spécialiste de l'emploi dans un des corps d'armée, je dirais avec l'armée de l'air les plus prestigieux? Ça fait rêver, la Marine. Comment vous en êtes arrivé là ? Alors je suis arrivé là, en fait, finalement à la fin de ma carrière, puisque je suis rentré il y a 34 ans. Et vous avez beaucoup navigué. J'ai beaucoup navigué, j'ai exercé 4 métiers différents. J'ai un parcours un peu atypique, mais quand vous rencontrez un marin, il vous dit toujours qu'il a un parcours atypique, parce que justement, on a des carrières qui sont très variées. Donc finalement, ce métier de recruteur, c'est pas un métier de marin. Nous avons 400 recruteurs dans le service du recrutement de la Marine. Mais ces gens-là, en fait, à la base, ils sont détecteurs, ils sont boulangers, cuisiniers, RH, et ils viennent plutôt en milieu de carrière ou fin de carrière. Parce qu'ils connaissent leur secteur et leur métier. Exactement. En fait, nos recruteurs ne sont pas des recruteurs, je dirais, classiques. Ils sont avant tout des informateurs sur les métiers et sur les formations. Des capteurs pour avoir les meilleurs. Oui, nous, ce qui est très important, c'est expliquer ce que l'on fait, parce que, en général, la Marine est peu connue en tant qu'employeur. C'est vrai. Commandant, qu'est-ce qui fait qu'un jeune va pousser la porte de la Marine ? Qu'est-ce qui le motive ? Qu'est-ce qui l'engage ? Généralement, il y a plusieurs raisons. C'est rare que un jeune, vienne nous voir uniquement pour une seule raison. En général, il y a un proche, c'est vrai, un copain, un parent qui est déjà dans la Marine et avec qui il a discuté. Donc ça a aiguisé sa curiosité. Et puis après, il peut y avoir sur son smartphone, il reçoit une de nos publicités, ou dans la rue, ou à la télé. Il y a des campagnes très modernes, effectivement. Exactement. Et donc, et puis aussi dans son école, puisque nous faisons des informations sur les métiers de la Marine dans les écoles, ou à l'occasion d'un forum ou d'un salon, le salon de l'étudiant Studirama, par exemple. Il y a ce prestige, j'évoquais le prestige. C'est quoi ? C'est le grand large, c'est l'aventure, parce qu'il y a aussi le pendant, avec des jeunes qui sont plus souvent le nez dans leur smartphone que tournés vers le monde. Ça attire toujours la Marine pour l'idée de l'aventure, du lointain, du voyage ? Ce qui attire, à mon sens, c'est la multiplicité des missions de la Marine. La Marine nationale, c'est 39 000 marins qui travaillent sur tous les océans du monde. Tous les océans du monde. Tous les océans du monde. Vous avez des marins qui protègent les côtes françaises. C'est la vocation de la Marine nationale. D'ailleurs, je fais une petite digression. Marine nationale et pas armée de mer. Marine nationale parce que la Marine est au service de tous les Français. Elle est d'une part dans les opérations de haute intensité, mais vous la retrouvez aussi dans les missions de service public. Par exemple, saviez-vous que Marseille est le 7e hub mondial Internet avec des câbles sous-marins? Il y a 15 câbles sous-marins qui partent de Marseille. Voilà. Et ça, c'est une mission de la Marine nationale. Internet est précieux, c'est vital, stratégique. Il y a Djibouti, il y a aussi quand même le passage des bateaux qu'il faut protéger. Oui, vous êtes intervenu souvent. On a vu avec ce bateau qui est resté en travers du canal de Suez pendant 5 jours, ça a commencé à crisper les marchés. C'est donc que l'avenir de l'humanité passe par la mer et que cette mer, il faut la protéger. La Marine nationale est également présente sous l'eau depuis 50 ans. Ça, il faut le raconter, c'est une tradition française. C'est-à-dire qu'il y a un sous-marin qui est dans une des mers du globe tous les jours. Exactement. Ça répond en fait au principe de la dissuasion nucléaire. Depuis 50 ans, nous sommes en mission sous l'eau en permanence. Il y a toujours au moins un sous-marin qui est relevé évidemment tous les à peu près 2 mois. Mais depuis 50 ans, nous protégeons, c'est l'assurance vie de la nation, la dissuasion nucléaire. Elle est assurée par la Marine nationale, principalement. Alors, vous ouvrez grand les bras à 4000 militaires, vous leur dites « venez nous rejoindre ». La Marine, c'est quoi la palette de choix qu'un jeune peut avoir ? On peut entrer dans la Marine en sortie de 3e, c'est ça ? Alors, on peut rentrer dans la Marine à l'école des mousses. Les mousses, les fameux mousses. Les fameux mousses. Le petit bonnet avec le pompon rouge. Exactement. C'est environ 200 recrutements. Et c'est très peu par rapport aux 2000 recrutements de matelots que nous faisons chaque année pour des métiers aux alentours du bac, avant le bac ou après le bac. Et éventuellement, si les jeunes sont un peu plus qualifiés en sortie d'école, avec un BTS ou une licence, ils peuvent rentrer
dans ce qu'on appelle l'école de Mestrance, qui est une école d'officiers mariniers, c'est-à-dire de techniciens, futurs techniciens supérieurs. Bordeaux, Mestrance, non, non, c'est à Brest. À Brest. C'est à Brest. Et là, on en recrute 1200 par an. Donc, on les forme à des métiers vraiment de pointe. Et ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés. Non, il faut quand même c'est un élément attractif quand même. Alors, ils sont rémunérés. C'est un salaire qui est assez proche du SMIC finalement. Mais ce qui nous paraît important, c'est d'avoir une approche d'égalité des chances par cette rémunération. On ne devient pas riche avec ça. Mais ça permet pour des gens qui ont des difficultés, justement, de se remettre un peu à niveau, de se faire un peu d'argent de poche et d'envisager un avenir. Je le redis, il y a les sous-mariniers, c'est quand même un métier à part. Il y a ceux qui vont partir, qui rêvent de partir sur le Charles de Gaulle. Mais quand on part en sous-marin, sur le Charles de Gaulle, ça vous est arrivé, on est quand même coupé de sa famille pendant un certain temps. Je veux dire, il faut quand même l'intégrer au-delà du voyage, des endroits assez incroyables que vous découvrez. Ça a été votre vie, une partie de votre vie. Il faut aussi donner l'envers de la pièce quand même. On part loin, c'est long, on est coupé de sa famille. Je ne pense pas qu'il faille parler de l'envers de la pièce, je pense que ça fait partie du scénario global. La vie professionnelle, elle est faite d'avantages et d'inconvénients. Après, chacun voit midi à sa porte et dessine sa vie. Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai navigué. Et quand je naviguais et que mes enfants étaient jeunes, effectivement, c'est une contrainte qui est forte. C'est quoi la plus grande durée, le plus grand voyage que vous avez fait? C'est 6 mois 5 mois. 5 mois. Oui. Donc c'est 5 mois en mer. C'est 5 mois en mer, avec la possibilité d'être en contact avec sa famille. Et puis ça se prépare, c'est ça que je veux dire. C'est pas tant le fait de partir longtemps qui pose une difficulté ou qui est à appréhender. C'est la prévisibilité du programme. Et ça, la marine fait beaucoup d'efforts pour dire, dans 3 mois, nous allons partir 2 mois. Voilà. Et ça, c'est important pour que les familles s'organisent. On a même mis en place. Se prépare, ouais. Exactement. Et nous avons mis en place des bâtiments à double équipage. Il y a des frégates, il y en a 2, donc 4 équipages, à double équipage. Et lorsque un bateau est en mer pendant 4 mois, navigue, l'autre prend ses permissions, s'entraîne, se forme, avant de repartir ensuite en mer. Donc là, on est capable d'aller au mariage de son cousin. Donc on peut anticiper, c'est intéressant. Et puis, parlons du sourcing, on va parler des métiers ensuite, parce que ça part des commandos marins, parce qu'il y a un côté prestigieux, qui protège les bases. Une grande partie de ces commandos marins, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être aguerri, mais c'est ça leur métier. Il faut avoir une bonne condition physique et être intelligent. C'est-à-dire qu'être musclé, ce n'est pas un objectif, il faut être capable de remplir la mission. C'est toujours ça au départ. Les fusiliers marins sont là pour protéger... C'est un corps d'élite, Tout à fait, sont là pour protéger les bases de la marine, les bases navales, mais également alimentent les commandos de la marine, les 7 commandos de la marine que l'on retrouve ensuite, qui sont employés dans les forces spéciales. Vous en avez en Afrique, vous en avez... Dans les forces du COS. Donc en fait, exactement. Le COS vient chercher aussi parmi vos soldats des soldats d'élite qui sont le engagés. Commando Hubert, le commandant de Pinfintegno. Nous mettons à disposition du COS, effectivement, des marins qui sont prêts à aller sur ces théâtres d'opération. Alors, vous l'avez évoqué, il y a un sourcing autour de la communication, parce que vous êtes finalement comme beaucoup de recruteurs qui viennent sur ce plateau d'entreprises privées et qui nous disent on est en ce moment un peu en galère en termes de recrutement, parce qu'on ne trouve pas, parce qu'on n'a pas les talents. Est-ce que vous êtes dans la même situation? Parce qu'au-delà des soldats qui vont... s'engager pour le drapeau, vous avez besoin de soudeurs, d'électromécaniciens, de cuisiniers. Il y a près de 80 métiers au total finalement proposés. Est-ce que vous les trouvez? Parce qu'il y a besoin de réparer les bateaux, il y a besoin de maintenir, de faire de la maintenance. Comment vous faites là concrètement? En fait, ce qui est important, c'est de prendre le temps de recruter et d'expliquer ce que l'on fait et dans les conditions dans lesquelles on va les faire. Notre recrutement, ça fait 3 années de suite que nous le faisons. Pour cela, nous investissons dans la publicité, comme vous le voyez. Une chaîne YouTube, j'ai vu. Il y a une chaîne YouTube, il y a beaucoup d'opérations qui sont menées. Et puis aussi, comme vous parlez de sourcing, je pense que ça c'est important. Nous allons dans certaines écoles, avec des métiers qui sont proches des nôtres. Nous nouons des partenariats, nous offrons parfois des stages à des jeunes pour leur expliquer ce que l'on fait. Moi je crois que le recrutement, c'est comme l'amitié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter le recrutement, sinon on se rate. Il faut prendre le temps d'expliquer ce que l'on fait, et une fois qu'on est d'accord, à ce moment-là, on rentre dans la marine. Oui, parce que quand on rentre dans la marine ou dans un corps d'armée, mais la marine en particulier, parce que je leur dis, il y a la distance, il y a l'idée du mouvement, il y a un petit supplément d'âme. Voilà, c'est pas un métier comme les autres. Loin, longtemps, en équipage. Ça, c'est ça, ce qui nous distingue, c'est ça, et ça ne remet pas en question la qualité des autres employeurs. Chacun a ses spécificités. Bien sûr. Nous, c'est ça. Quand vous partez
très longtemps. C'est comme si vous, avec la rédaction, vous partiez 3 mois sans rentrer chez vous, en restant ici, en dormant ici, en mangeant ici, et en ayant la possibilité quand même d'aller un peu à l'extérieur, mais très peu finalement. Et vous êtes concentré sur votre travail et votre équipe. Donc, vous imaginez bien que la relation humaine, après ces semaines, mois passés ensemble, elle n'est plus la même. Donc oui, ça apporte un supplément d'âme et finalement aussi un savoir-être qui est très apprécié lorsque les marins quittent la marine. À peu près 90% des marins après la marine ont retrouvé un job. Un job, exact. Et ça, c'est le savoir-être, c'est la façon de vivre ensemble, de partager, d'être dans la solidarité. C'est aussi ça, ces valeurs. Quand on est sur des espaces réduits, et on peut parler des sous-mariniers, c'est quand même très particulier d'être sous-marinier. C'est-à-dire qu'on est souvent sous l'eau, dans des espaces extrêmement réduits. C'est compliqué, la vie d'un sous-marinier. C'est compliqué, mais c'est exaltant. En fait, le truc, il est là, c'est que nous avons des métiers, effectivement, comme on voit ce jeune mécanicien qui le fait peut-être ce métier pendant 3 mois sans rentrer chez lui. Mais pourquoi il fait ça ? Parce qu'il sait qu'il est là pour protéger les Français, protéger son pays. Et ça l'anime. Et puis, il y a son équipe, il y a son chef, il y a ses collègues. Une équipe comme ça crée ce qu'on appelle l'esprit d'équipage. L'esprit d'équipage, c'est ce qui vous fait tenir et vous fait aimer votre travail. Le recrutement, si j'ai bien lu, est assez long. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut vraiment que ce soit une histoire d'amour et que ça se construise. Il y a quand même tout un processus assez long, peut-être plus long qu'ailleurs, avec une visite médicale, avec des choses beaucoup plus strictes. Pourquoi ? Vous parliez de l'exiguïté ou la difficulté du métier sous-marinier, mais il y a aussi l'aéronautique navale. La marine met en œuvre 200 avions, ça on le sait en général. C'est vrai. Les Rafales du Charles de Gaulle sont pilotées par des marins, avec un contrôleur aérien qui est un marin. Les équipes mais ils sont sur le pont d'ailleurs. Exactement. Donc ces gens-là, on les recrute et on les forme. Voilà. Donc pour acquérir ce niveau de formation, il nous faut évidemment les écoles, qui sont une clé. L'égalité homme-femme, ça c'est un sujet. Alors, il y a beaucoup de sujets en matière de recrutement. On évoquait le sourcing, vous vous êtes modernisé, il y a la chaîne YouTube, il y a des campagnes pour faire venir les jeunes, il y a des stages, il y a des formations métiers, il y a des formations militaires. Sur l'égalité homme-femme, ça avance, sauf dans les sous-marins, si j'ai bien compris, parce qu'il y a un problème aussi d'intimité par rapport à l'espace dédié aux femmes. Alors ça avance même dans les sous-marins, puisque depuis quelques semaines... Vous avez des sous-marinières ? Nous avons ouvert le recrutement aux femmes. Alors évidemment, en 2022, une vingtaine, on commence doucement, mais la marine ouvre ses portes aux femmes pour les métiers dans les sous-marins, comme pour le reste. Le recrutement de la marine, c'est 20% de femmes chaque année. L'objectif, c'est de monter à 20% de femmes marins dans la marine à l'horizon 2030. Donc de femmes, pour le dire très concrètement, quand on dit marins, de femmes embarquées sur des bateaux et qui vont prendre la mer pour 15 jours, 3 semaines, jusqu'à 4 mois. Oui, alors c'est déjà le cas. Il y a 15% de femmes dans la marine, un peu moins embarquées. C'est ça, elles sont plutôt à terre. Pas forcément, il y en a en fait dans toutes les unités de la marine, il y a des femmes. L'objectif, c'est d'augmenter ce vivier de femmes et nous allons y arriver. Alors, vous parlez d'égalité. Justement, dans la marine, il n'y a pas de différence de salaire. Un homme et une femme ont la même solde. On n'est pas moins ou mieux payé, on est payé pareil. Et l'avancement est égal également. On avance à la même vitesse. Si on a fait les mêmes choses, on avance à la même vitesse. Et une femme qui travaille mieux et qui a été plus courageuse dans ses choix professionnels, elle avancera plus vite. Le sexe n'est pas un sujet. Très concrètement, comme on est une chaîne emploi RH, quels sont vos besoins concrets par métier ? Puisqu'on a évoqué évidemment des corps prestigieux comme les fusiliers marins, qui sont des corps très prestigieux, mais quels sont vos besoins aujourd'hui ? Est-ce que vous avez de nouveaux besoins ? On a une tension sur les métiers de la tech, sur les talents de la tech. Est-ce que vous aussi, vous dites, on a aussi de l'électronique embarquée dans tous vos bateaux pour la liaison avec la Terre ? Est-ce que là aussi, c'est compliqué pour vous, les recrutements des talents dans la tech ? Est-ce que vous appuyez sur des prestataires ? Parce que vous ne trouvez pas, en fait. Alors, nous trouvons, mais c'est difficile. En fait, il faut vraiment... Tout le monde est logé à la même enseigne, là. Oui, en fait, tous les employeurs sont pareils. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on arrive à faire notre recrutement, parce que justement, je pense qu'on a des éléments différenciants. Par contre, oui, on se bat pour le cyber, on se bat pour les métiers des technologies de l'information, et pour les électriciens également. La marine est une marine moderne. Il faut voir les images du dernier sous-marin nucléaire d'attaque. À l'intérieur, voilà, on voit c'est l'actualité. Hein. C'est un peu comme ici d'ailleurs, le Central Opération. Oui, c'est vrai, si je peux me permettre un parallèle. Je pense qu'on est presque moins moderne que votre sous-marin, si je peux me permettre. C'est possible. Mais en tout cas, pour mettre en œuvre d'une part ces équipements et ensuite les entretenir, participer à l'entretien, il faut effectivement des gens qui soient très très bien formés. Donc
Mais là, vous allez les chercher comment, ceux-là? Parce que c'est de l'électrotechnique, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens extrêmement pointus. C'est de l'électronique embarquée de très très haut niveau. Ça transporte quand même notre dissuasion nucléaire. Donc c'est sérieux tout ça. C'est très sérieux. La marine a la chance d'avoir un système d'école absolument, je pense, inégalé. Parce que nous formons 100% des marins que nous recrutons. C'est-à-dire qu'un jeune qui sort... Il y a une jeune femme que j'ai rencontrée l'autre jour au CIRFA de Tours. Elle avait fait un BTS d'esthétique. Eh bien, aujourd'hui, elle est en train de protéger les côtes françaises dans un sémaphore. Son rôle, c'est de veiller à la protection du littoral. Et le parcours. Elle est passée par une école de formation. Oui, forcément. Donc, en fait, tous nos marins passent par une école. D'abord une école militaire et ensuite une école de métier. Nous avons 2 contraintes. La première, c'est l'âge. La marine est jeune. 30 ans en moyenne. Voilà. 28 ans embarqués. Certains bateaux, encore moins. Donc, quand on a un impératif de jeunesse extrêmement élevé, et qu'à cela, vous ajoutez une très haute technicité, la synthèse des deux fait que vous devez avoir des carrières avec des formations et une progression de carrière accélérée. Et des formations, je dirais, tout au fil de l'eau. C'est important aussi de former les marins, reçoivent des formations tout au long de leur carrière. Je prends l'exemple alors c'est un exemple un peu symbolique, mais un commandant de sous-marin, il est simple enseigne de vaisseau en sortant de l'école navale. Il aura un job avec très peu de monde dans ses équipes. Ensuite, il va être chef de service. Après, il va être second d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Ensuite, il sera commandant d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Après, il reviendra sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Voilà, on a beaucoup de parcours initiatiques et qui sont entrecoupés de formations. Voilà. Et ça, c'est valable. Un électricien qui va intervenir et qui sera responsable du pilotage embarqué de la production d'électricité à 6000 volts, donc de la très haute tension, évidemment, il y a des formations qualifiantes, c'est-à-dire que quand ils quittent la marine, leur diplôme, il est reconnu dans le civil. Par exemple, les pilotes, j'ai discuté avec un pilote de réacteur de la marine. Lui, c'était un de mes recruteurs. D'ailleurs, il était dans le Nord. Aujourd'hui, il est employé à Gravelines. Et aujourd'hui, qui est dans le Nord aussi. Qui est dans le Nord aussi. Ouais. Et il pilote une centrale nucléaire. Sauf qu'elle n'est pas sous l'eau, celle-là, elle est en surface. C'est la fameuse centrale de Gravelines. Voilà. Il est passé du nucléaire militaire au nucléaire civil, parce que c'est ça qu'il y a des passerelles, évidemment. Alors, exactement. C'est la même matière. Donc, ce marin qui était capable de piloter un réacteur nucléaire à bord d'un sous-marin, eh bien, il peut le faire à l'extérieur. La marine, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est important pour peut-être terminer notre entretien, c'est aussi un savoir-être, c'est aussi une manière d'être. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dont des recruteurs ou des décideurs nous disent on a un problème de savoir-être, les fameux soft skills, c'est-à-dire ce qui n'est pas le diplôme, c'est ce qu'on met, la façon dont on s'habille. J'ai le sentiment que les corps d'armée et la marine en particulier, parce que c'est un très bel uniforme par ailleurs, il faut le dire. Merci Arnaud. Il y a comme ça une manière ça redresse les jeunes. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Alors nous, l'objectif, c'est pas de redresser les jeunes. Notre objectif, c'est de leur montrer qu'on a des métiers qui sont absolument hors du commun et qu'ils pourront venir chez nous et trouver leur compte finalement. On leur apprend un métier et comme vous le dites, on leur apprend une manière d'être, puisque de toute façon, quand vous êtes à 150 à bord d'une frégate furtive en océan Indien pendant plusieurs mois, vous êtes obligé de prendre en compte l'autre et ça façonne les comportements. Mais dans les sous-marins, je crois même que le cuisinier ou celui qui fait la popote est quand même capable techniquement de pouvoir faire remonter le sous-marin en cas de problème. C'est-à-dire que chacun a une forme de polyvalence. C'est indispensable. Je ne suis pas sûr que le sous-marinier fasse la cuisine au demeurant, mais l'inverse est possible. Alors non, mais s'il le fallait, il le ferait. Parce que lorsqu'on vous forme pour un métier à bord, alors on prend toujours cet exemple que j'aime beaucoup, le cuisinier, lorsqu'on est au poste de combat, eh bien, il est derrière la mitrailleuse de 12-7. Ça, je l'ai vu dans toutes mes affectations. Et lorsqu'il y a un poste incendie, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à la lutte contre le feu, oui, il va être brancardier. Mais ce n'est pas simplement porter un brancard. Il est capable de mettre en place des outils pour réanimer une personne. Il est capable de prendre l'attention. Il est capable d'aider l'infirmier ou le médecin. Donc en fait, toutes ces formations de base sont agrémentées par d'autres formations complémentaires. Un navigateur peut très bien devenir manœuvrier à l'occasion
d'une opération de transport de matériel, si c'est un bâtiment qui fait du transport. Avant de nous quitter, je suis un jeune, je suis une famille. Mon fils a évoqué l'idée qu'il aimerait bien entrer dans la marine. On fait comment? On a parlé des CIRFA. Vous avez des bureaux, parce que l'armée de terre a ses bureaux qui ont pignon sur rue. La marine a la même chose. On pousse la porte, on a quelqu'un qui vous accueille. Il y a 2 manières de venir nous voir. Vous tapez être marin ou la marine recrute sur le clavier de votre ordinateur. Vous venez sur notre site carrière et là, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Ou alors, vous pouvez identifier le centre d'information et de recrutement des forces armées, le CIRFA, le plus proche de chez vous, et venir nous voir et on vous accueillera. On le redit, hein, on sort de la 3e, on n'a pas de diplôme, on a le BEPC, et on peut entrer dans la marine, vous serez pris en main. Il y a des tests physiques, il y a quand même des visites médicales, il y a quand même quelques éléments, on ne rentre pas comme ça. Alors, la moyenne d'âge de recrutement, c'est entre 18 et 25 ans. C'est pas 16, mais c'est 16 ans, c'est pour l'école des mousses. En général, on recrute à partir de 18 ans jusqu'à 25. Légalement, c'est 16 ans. Légalement, c'est 16 ans pour l'école des mousses, mais l'engagement militaire, c'est à partir de 17 ans. Voilà. Jusqu'à, je vous dis, la moyenne, c'est entre 18 et 23. Et ensuite, on peut recruter jusqu'à 30 ans. Une première formation si on a 17 ans, dans un métier qu'on a choisi. Mais même sans formation. C'est-à-dire qu'un jeune Français qui a son baccalauréat et rentre dans la marine, on va lui faire sa formation. Voilà, en fait, il vient tel qu'il est et on va s'occuper de lui. Mais commandant, vous lui faites, mais il faut quand même qu'il y ait une appétence de ce jeune qui va vous dire, moi je suis plutôt tourné vers les métiers, je ne sais pas, de la tech, ou plutôt les métiers manuels, la cuisine. Comment ça se passe? Bien sûr. En fait, lorsqu'il vient dans le CIRFA rencontrer mes équipes pour la première fois, on passe 1 heure avec lui pour l'informer sur tous les métiers de la marine. Et comme je vous le disais, l'objectif, c'est que lui, il trouve le métier de ses rêves. Il dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Donc, et on va travailler là-dessus. Il revient nous voir. Il a mûri. Il revient nous voir 2 semaines plus tard et on fait un entretien de motivation. Voilà. Et là, c'est nous qui posons les questions. Et c'est pour ça que le processus est assez long. Oui, mais il est long. Il faut être sûr de celui qu'on recrute quand même. Au bout de 6 mois, on a 13% de marins qui quittent la marine. Oui, j'ai vu, c'est très 13%. C'est l'attrition, c'est le taux d'attrition. Le taux d'attrition, 13%, c'est-à-dire c'est très très peu. Chez les officiers mariniers, c'est 9%, dont 3% liés au médical. Donc en fait, les 1200 officiers mariniers que nous recrutons, il y en a 6% qui quittent la marine au bout de 6 mois. Donc c'est vraiment très peu. Et à comparer, j'ai vu les chiffres de la DARES qui évoquaient sur 2021, 46% des jeunes diplômés quittent leur premier emploi au bout d'1 an. Voilà. Donc je ne donne pas de leçons, je dis simplement qu'on prend le temps de recruter, on informe d'abord, ensuite on mesure la motivation. Mais quand ils y sont bien. Enfin, en tout cas, ils trouvent leur place. La preuve. On le redit, hein, le chiffre aujourd'hui, c'est 4000 recrutements militaires, parce que vous avez vu, on a mis de côté, c'est pas vos prérogatives, le personnel civil. Même si, dans les CIRFA, on peut poser des questions et demander des renseignements sur les carrières civiles dans les armées. Oui, parce qu'on n'a pas évoqué, mais ce sont des appuis la plupart du temps. Bien sûr, techniques, oui, technologiques, logistiques. Dans mes équipes, il y a des personnels civils. Merci capitaine David Sanson, commandant, parce que voilà, vous avez vu, voilà, et j'ai vu, alors le Pacha, c'est celui qui dirige le porte-avions. C'est en général, on appelle le Pacha le commandant du bateau, ou du sous-marin. Il y a chef, j'ai vu qu'il y avait chef. Alors chef, c'est quand on dirige quel type de bateau ça? Alors chef, ça peut être le chef de la cuisine, ça peut être le chef machine, qu'on appelle chef aussi, ça peut être le chef de la timonerie, ça peut être beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de chefs dans la marine. Vous regrettez pas le grand large? Est-ce que la mission qui vous incombe vous exalte? Parce que c'est exaltant de travailler dans la marine pour les raisons qu'on évoquait au début de l'entretien. C'est-à-dire qu'on voit du pays, on bouge. Ça vous manque pas? Alors ça ne me manque pas, et grâce au métier que je fais en ce moment, et j'en profite, j'ai l'impression de rentrer dans la marine tous les jours. C'est ça. Donc vous donnez envie, j'imagine que parfois vous expliquez aussi votre parcours pour donner envie à celui qui hésite ou qui... Oui, alors je le fais avec une plateforme avec laquelle on est en partenariat qui s'appelle My Job Glasses, qui permet de proposer des rendez-vous, non pas avec des recruteurs, mais avec des marins. Directement. Donc vous êtes en visio avec quelqu'un qui vous dit, mais alors racontez-moi. En visio ou au téléphone. Et donc moi je suis ambassadeur également sur cette plateforme. Une forme de mentorat finalement. Oui, c'est ça, c'est du mentorat. Et je prends beaucoup de plaisir à répondre aux questions. Généralement c'est qu'est-ce qui vous a amené là, quel est votre quotidien. Enfin, ils sont très curieux. Oui. Et le concret, ils veulent du concret. Ils veulent du concret. Ouais. Combien de temps on part et combien on gagne d'ailleurs? J'ai vu que les salaires étaient assez corrects en fin de carrière et normaux en début de carrière. Alors, ils sont plutôt corrects en début et en milieu de carrière. On commence à 1200 quand on est matelot, mais quand on est en matelot et qu'on est embarqué, on a des prix supplémentaires, on peut monter à 1008, 2000 parfois. Quand vous partez 4 mois et vous touchez 2000 euros, on n'a pas de loyer.
Juste un opérateur que vous ne dépensez rien ou presque parce que oui, tout est pris en charge. Oui, vous avez vos escales où vous allez sortir un petit peu, mais on sort pas beaucoup. Les escales, il y en a pas beaucoup. Donc ça permet quand même d'avoir des niveaux de salaire tout à fait suffisants pour vivre. 7 400 € en fin de carrière, c'est ça ça peut aller plus haut, évidemment. Alors oui, ça dépend quel métier et où. Donc, Merci, commandant. Merci de m'avoir invité. 4000 recrutements, vous l'avez compris, dans 50 plus 30 autres métiers, ce qui fait 80 métiers. Vous allez probablement trouver un emploi à votre goût au sein de la marine. Merci David Sanson, commandant et chef du recrutement de la marine nationale. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parlait de l'égalité homme-femme. Justement, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin. C'est tout de suite.